Bonjour à tous, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc merci à tous d'être présents pour ce webinaire sur l'épandage sans tonnes. Donc on sait qu'il y a des gens qui vont se connecter au fur et à mesure, mais on entame l'introduction pour ne pas dépasser l'heure de présentation. On a prévu ce webinaire sur l'épandage sans tonnes, donc qui est un des projets plutôt innovants de mettre en place l'épandage sans tonnes. On a eu des questions dans plusieurs CUMA de la région Bourgogne-Franche-Comté, dont un premier investissement dans le dispositif d'épandage sans tonnes par une CUMA de Saône-et-Loire à Pierre-de-Brest pour l'épandage du digestat de sa méthanisation. On a également, on en parlera, un projet qui se développe dans le Jura, qui s'appelle Éclore, et qui s'appuie là sur une CUMA départementale pour proposer de l'épandage sans tonnes aux Jurassiens. Voilà, donc pour pas empiéter sur la présentation, on va pouvoir commencer. On remercie les financeurs de ces webinaires qui sont en fait un projet qui a été subventionné par la région Bourgogne-Franche-Comté pour pouvoir proposer une offre de webinaire de 2025 à 2027 à nos CUMA et au-delà de nos CUMA et de notre région. Ces webinaires, on pourra aussi les compiler avec des journées techniques, donc notamment sur l'épandage sans tonnes. Donc c'est mardi prochain, mardi 18 mars après-midi. On a la CUMA de Saône-et-Loire, donc la CUMA Lapierroise à Pierre-de-Brest, qui a investi dans un dispositif d'épandage sans tonnes qui accueille, qui veut voir l'épandage sans tonnes en action pour discuter de eux, comment ils se sont organisés, pourquoi ils se sont lancés. Donc n'hésitez pas à venir. Donc on se retrouve à 13h30 à Pierre-de-Brest, donc au lieu-dit au bout d'Amont. Vous verrez la méthanisation et le hangar de la CUMA. Il faut suivre ça et puis on mettra des petits panneaux. Mais voilà, ça fera le lien avec ce qu'on va voir dans cette heure de présentation. Je passe la main à Camille pour les consignes du webinaire. Alors, juste quelques consignes pour qu'on s'entende tous bien. Si vous parlez pas, vous pouvez couper votre micro. Il y a un petit, alors là, vous avez l'image, il y a un petit micro, il faut appuyer dessus, puis ça permettra de ne pas avoir des bruits parasites pendant la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Hervé accepte de les prendre au fur et à mesure, donc à les poser en levant la main. Pareil, vous avez un petit pictogramme de main en bas de votre écran. Ou alors, si vous n'arrivez pas à parler ou si vous n'avez pas envie de parler, vous pouvez aussi les poser dans le chat sur le côté. Et puis, on fera en sorte de les poser au fur et à mesure. Donc, vous avez un petit... comment décrire ça, un petit onglet avec un message en bas à droite et qui vous permettra de rentrer dans le chat pour rédiger votre question. Et puis, si vous captez pas bien ou si vous n'avez pas envie qu'on vous voit parce que vous êtes en train de manger, vous pouvez couper aussi votre caméra pour ne pas apparaître. Voilà, je laisse maintenant la parole à Hervé Massereau, qu'on remercie d'avoir accepté de participer, qui est animateur machinisme à la Fédération des CUMA de la Mayenne et donc qui va nous présenter la technique d'épandage sans tonnes et puis toutes les organisations de chantier en CUMA. Hervé, je te laisse la parole. Merci. Donc, je vais juste présenter mon profil. Donc, moi, je suis conseiller agroéquipement effectivement en Mayenne depuis quelques années. On a mis en place au niveau ouest, CUMA Ouest, un service d'expertise sur plusieurs thématiques. Et donc, moi, je suis missionné pour le réseau ouest d'avoir une mission d'expertise épandage matière organique principalement, et de répondre aux questions des CUMA lors de formations, de journées, ou d'approfondir le sujet. Donc, on a mis une expertise autour des épandages, ensilage et moisson et un peu binage. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de connaissances, ou en tout cas, j'essaie d'approfondir le sujet pour le réseau. Voilà. Pour expliquer les raisons. Donc, l'idée de la présentation, je vais représenter le principe de l'épandage sans tonnes pour qu'on
où tout le monde parle bien de la même définition. Sur les matériels un petit peu, donc comment on organise surtout les chantiers, c'est surtout ça le gros hic, et qu'il faut faire attention. Et puis quelle organisation dans le coût et conséquences des coûts de chantier, comment on s'organise autour de tout ça. Donc on a un peu une approche économique. Voilà. Je dis pas qu'en 1 heure je vais tout avoir répondu, c'est impossible, mais de au moins vous donner des pistes de réflexion et comment apporter le sujet. Ok, on va passer sur la diapo suivante. Donc le principe de l'épandage Shanton, hein, donc c'est de pomper du lisier d'une fosse ou d'un lieu de stockage. Et de ce lieu de stockage sera lié à une pompe ou une motopompe ou un tracteur qui a été dessus, qui sera relié par un tuyau qu'on aura déplié au préalable pour accrocher ça dans la parcelle pour n'avoir qu'un tracteur et un équipement d'épandage pour faire l'épandage. Donc on fait après un épandage en continu sans s'arrêter, une fois l'installation faite. Et donc c'est bien celui qui est dans le tracteur sous une rampe qui gère la motopompe en général. Donc ça, c'est la grande définition de l'épandage sans tonne. Donc l'idée, c'est qu'aucune tonne à lisier ne coule dans le champ. On minimise le matériel dans le champ. Donc là, quand je schématise un petit peu le schéma, donc on part d'une fosse, groupe motopompe. Alors ça, c'est un peu variable selon les constructeurs ou suivant les conceptions de chacun. Ça peut être une groupe motopompe ou un tracteur qui a été dessus qui anime cette pompe. Les deux sont possibles. Après, on va dérouler un tuyau. Donc là, c'est important de bien gérer ça parce que il y a deux grands principes d'épandage Shanton sur le marché. Ce qu'on nous appelle le cordon ombilical. Donc c'est le tuyau qu'on va dérouler au préalable à l'avance et après on va accrocher la rampe. Ou il y a un autre système de cordon ombilical géré par enrouleur. On verra ça tout à l'heure, ce que ça veut dire. On verra tout à l'heure, en général, on va déplier jusqu'à plus ou moins 1 km, 1,5 km de tuyau, suivant la parcelle et suivant les dénivelés. Voilà. Et suivant la puissance de la pompe aussi. Pour ceux qui font de l'irrigation, je pense qu'ils connaissent nettement mieux le sujet que moi. Mais en gros, après, au-delà d'1 kilomètre, le problème, ça va être compliqué d'assurer un débit suffisant pour faire le bon dosage. Voilà. Alors, si on passe sur la diapo suivante, donc rapidement en épandage, vous pouvez mettre derrière votre tracteur qui sera au champ. C'est 3 types d'outils. Le plus standard aujourd'hui, c'est la rampe pendule. On a de temps en temps, je n'ai pas encore beaucoup vu, des rampes à patins qui commencent à venir sur le marché. Après, il faudra faire une petite nuance subtile liée au tuyau, parce qu'il y aura un petit souci. Et aussi, je l'ai vu pas beaucoup en France, mais dans les pays nordiques, ce qu'on appelle les injecteurs ou enfouisseurs petits disques, d'accord, qui est possible aussi. En grosse majorité, vous serez sur des largeurs de 12, 15, 18 mètres sur ces outils-là, sur de la rampe, pourquoi pas, on va jusqu'à 18 mètres, pourquoi pas, en standard, et sur les injecteurs, ce sera à 12 mètres, pour des questions de gestion de tuyaux, mais aussi de poids. Voilà. Déjà, d'un point de vue fabrication, il s'arrête déjà à 12 mètres. C'est assez lourd, donc ça sera le maxi. D'accord. Je rentre pas dans l'intérêt du pendillard, du pintin ou de l'injecteur. C'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Après, s'il y a des questions, je pourrais y répondre. Il n'y a pas de souci. D'accord. Côté organisation de chantier, donc faut trouver un lieu de stockage. Donc ça veut dire qu'il faut que les parcelles soient très proches de ce lieu de stockage, de pompage. Donc soit c'est le stockage initial de l'exploitation, ça c'est l'idéal. Soit vous avez des fosses déportées. Donc ça veut dire qu'il faut recréer des fosses soit existantes ou on va en créer de nouvelles parce qu'il n'y a pas le choix. Ou alors on verra tout à l'heure, on mettra des caissons qu'il va falloir alimenter au fur et à mesure du chantier. Mais dans tous les cas, il faut bien que le stockage soit au plus près de l'épandage, lié, ce que j'ai dit tout à l'heure, au problème de tuyaux à déplier et par la longueur. Dans certains secteurs, ils utilisent des réseaux d'irrigation. Je crois que par chez vous, par rapport à chez moi, il y a plus d'irrigation, à mon avis, de mémoire. Donc, il est possible d'utiliser les réseaux d'irrigation, mais attention, on sera toujours un petit peu limité sur la distance. Les quelques groupes que j'ai pu fonctionner sur les Sud Pays de la Loire, ça reste sur 2-3 km maxi à chaque fois. D'accord, voilà. On va pas toujours très très loin. C'est toujours un problème de pression et de débit pour pouvoir tout pousser lisier, surtout du lisier qui est plus épais. Donc il n'y a pas de priorité à mettre sur le stockage. Hein. L'idée, c'est qu'il faut rapprocher le stockage de l'épandage. À chacun de s'organiser pour trouver la bonne solution pour le faire. D'accord. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc le déroulement du chantier pour préparer, donc ça c'est un temps de préparation qui est pas négligeable, qu'il faut pas négliger.
C'est assez long à préparer, c'est-à-dire qu'en général, on dit qu'il faut 2 personnes pour installer un chantier d'épandage 100 tonnes. C'est plus facile, surtout, ça peut se faire tout seul, hein, mais le gars va un peu galérer. Donc, il faut installer la pompe. Ça paraît bête de dire ça, mais l'installation de la pompe est importante pour qu'elle soit bien calée, bien positionnée. Et après, quand on va faire le cordon ombilical, il faut prendre du temps pour tout dérouler, le cordon. Parce qu'il de temps en temps, il faut rallonger les tuyaux. Donc, les tuyaux font une certaine longueur. Certains, c'est entre 200 à 500 mètres. Ça dépend des fournisseurs. Donc, c'est les systèmes raccord pompiers. Donc, à deux, c'est plus facile. Et l'autre point, c'est qu'il faut, quand vous allez dérouler vos tuyaux avec le cordon ombilical, il faut gérer les obstacles à la parcelle. Et ça, c'est le plus compliqué. C'est une expérience qu'il faut acquérir pour les chauffeurs. Quand il y a un obstacle au milieu d'une parcelle, qu'il soit un poteau électrique, un arbre ou autre chose, il faut calculer le circuit dans la parcelle pour savoir où mon obstacle va pas faire rallonger ma longueur. Donc, il faut bien gérer ces obstacles dans les champs. Les chauffeurs un peu habitués le savent le faire, mais au début, il faut faire attention. Et donc, on déroule le tuyau toujours au plus loin de l'entrée de la parcelle. On commence toujours à l'extrémité. D'accord? De manière qu'après, on n'a plus de tuyaux à gérer, entre guillemets, à dérouler ou enrouler. Pour gagner en distance de tuyaux aussi, il y a une astuce qui est faite, vous verrez d'ailleurs une vidéo. Si possible, si on a des questions, c'est de mettre ça plutôt en milieu de parcelle. C'est-à-dire, si je prends l'écran en diagonale, ça me fera une grande longueur. Si je prends au milieu de l'écran et je déroule un petit peu la moitié, je vais dérouler qu'une partie du tuyau. Donc, il y a une petite gestion qui peut faciliter à faire ça. Je dis bien c'est l'idéal, parce qu'il y a des parcelles, il n'y aura pas le choix, il faudra qu'on se mette à l'extrémité de la parcelle où est l'entrée. Voilà. Donc, mais si on peut gérer un peu mieux les entrées de parcelles et mettre ça plus sur du milieu pour dérouler au milieu, et donc on fait plus qu'une moitié-moitié à chaque fois, on peut gagner en longueur du tuyau un petit peu. D'accord. Donc après, possibilité qu'un seul salarié gère le chantier du début à la fin, oui. Pourquoi pas, par expérience, mais deux, c'est bien parce qu'en fait, une fois que le chantier est démarré, bah, celui qui est resté au champ sur la rampe gère le chantier lui-même. Et souvent, le deuxième gère un petit peu, des fois, la motopompe qui peut avoir des soucis techniques, ça arrive de temps en temps. Voire des fois, quand il y a des transferts avec les tonnes, de gérer aussi les tonnes alésiers. Ça peut être long la journée, mais d'avoir un deuxième gars. Alors, est-ce que c'est une personne salariée ou un exploitant qui donne un coup de main sur l'exploitation et qui est là à surveiller ce qui se passe, ça peut être l'autre possibilité aussi. Mais d'avoir une autre personne qui surveille la pompe, c'est pas négligeable parce que quand le chauffeur le bout de la parcelle, des fois, il voit pas la pompe. S'il y a un souci technique, le temps qu'il revienne, il peut y avoir des fuites de lisier qui peuvent vite partir ailleurs. Donc, attention de bien gérer ça. Nous, ce qu'on a vu sur les chantiers en moyenne, il faut compter minimum 1 heure, plutôt 1h30 entre dérouler un tuyau et préparer le chantier et autant de temps pour tout enrouler. Donc ça, c'est une phase qui est non compressible. Voilà. Il faut compter minimum entre les deux, l'installation et tout ranger, 1 heure, 1 heure et demie, le temps de repartir. Donc c'est du temps qui est incompréhensible. Et surtout que ça veut dire que pour du petit parcellaire, de moins de 5 hectares, généralement, souvent on dit ça, ça peut être pénalisant. Parce que c'est un facteur qui va peser lourd dans le coût de chantier. D'accord? Donc, je ne veux pas dire qu'une parcelle de 5 hectares n'en fera pas, hein, mais il ne faudrait pas que du parcellaire morcelé et que du parcellaire de moins de 5 hectares à gérer en permanence. Là, nous avons un coût d'installation et de rebobinage qui va être lourd financièrement. D'accord? Et après, pour le chantier de transport, bah là, ça dépendra si vous avez du stockage suffisant ou pas. Si vous avez des caissons, il n'y a pas le choix. Là, il faut gérer, on verra tout à l'heure, du transport avec des tonnes alésies en complément pour approvisionner en permanence le caisson. Et si vous avez un stockage plutôt de gros volume, d'une fosse existante où vous avez créé, c'est nettement mieux. Puisque là, vous pouvez décaler votre transport. Mais je reviendrai tout à l'heure sur la partie transport. On peut continuer. Les atouts de l'épandage 100 tonnes, c'est surtout le premier aspect qui est mis avant par les utilisateurs, c'est le respect du sol. C'est-à-dire qu'au champ, on va avoir qu'un tracteur et un équipement d'épandage ou une rampe, comme je disais tout à l'heure. Grosso modo, on va passer, alors j'ai mis 50 tonnes pour les gros attelages qu'on a chez nous, 24 mètres cubes, le triple essieu et 24 mètres de rampe. Où là, on va passer sur un tracteur rampe, 12 mètres à 9,
10 tonnes, un peu plus suivant les équipements, ou d'autres équipements montent à 12, 13 tonnes pour certains types d'équipements. Voilà. Mais grosso modo, on est sur une dizaine de tonnes sur 2 essieux, donc on est plus ou moins, allez, pour faire simple, à 5-6 tonnes sous les essieux, alors que les autres, là, on dépasse allègrement les 13 tonnes à l'essieu. Donc la compaction du sol, c'est vraiment l'argument de l'épandage sans tonnes. L'autre intérêt, c'est qu'on peut démarrer plus vite les épandages, puisque les sols, s'ils sont un peu limite en portance, du fait par le moindre poids qu'on met au champ, on peut apporter plus vite le lisier au printemps, démarrer plus vite les périodes d'épandage sur des parcelles plus humides. Alors attention à ce terme-là, hein, j'ai mis beaucoup de prudence. C'est comme un peu de basse pression. On peut aller plus vite dans la parcelle, mais si c'est pour faire autant d'ornières ou de matraquage de parcelle, c'est pas la peine. Donc j'ai vu des fois des vidéos où, oui, effectivement, c'était humide, mais le terme humide était poussé trop loin. Donc attention à ne pas non plus dériver dans le terme. Et puis, à part de prairies, sur prairies en début d'hiver, pareil, toujours problème de portance, sans trop les matraquer, parce qu'étant un lisier, faut pas oublier, on parle toujours du passage de la tonne en milieu de parcelle, mais il faut pas oublier aussi tous les passages cumulés qu'on fait en bout de parcelle qui matraquent énormément. C'est là qu'on compacte le plus. Voilà. Donc on a un épandage à la fois qui continue, puisqu'une fois que le chantier est bien démarré, bien amorcé, il n'y a plus d'arrêt. Donc on a des chantiers aujourd'hui qui vont, alors suivant les épandages, suivant la technicité que vous aurez, qui vont à minimum à 100 mètres cubes heure jusqu'à 150. Alors ils annoncent 200 mètres cubes. Ça c'est du débit instantané. D'accord. Donc faut être prudent sur le 200 mètres cubes, mais déjà entre 100 et 150, vous serez bien. C'est la fourchette que vous aurez. Le 200 mètres cubes, oui, mais à ce moment-là, on compte pas tout le temps d'installation. D'accord. Moi, je compte plutôt début de chantier et fin de chantier. D'accord. Alors, on a moins de trajets sur route, c'est vrai, puisque si j'ai pas de transport qui est associé au moment de l'épandage, si je pompe directement dans la fosse, j'ai aucun outil qui va circuler sur la route, dans la mesure du possible, bien sûr. Donc, ça veut dire que les routes restent propres. Donc ça, c'est pas négligeable par rapport au voisinage et aux collectivités. Et surtout, on n'a plus de tonnes qui peuvent être visibles et qu'on est tranquille par rapport au voisinage. Voilà. Donc moins d'usure de pneus sur la route, dans la mesure où le stockage est à côté des parcelles, on est bien entendu. Si on est avec du caisson, il n'y a pas le choix, il y aura toujours du transport à faire, d'accord. Mais cet aspect salissement de route et moins de tonnes visibles, ça peut y jouer aussi dans la relation voisinage. On est bien d'accord, si vous avez des fosses de capacité suffisante et que vous êtes obligé de transporter le lisier, à un moment donné, les tonnes, on va bien les voir passer. Mais l'intérêt, c'est surtout ça. On peut passer sur la diapo suivante. Donc, donc on est, hop, voilà. La souris est plus rapide que nous. Donc les limites. Donc il faut vraiment du parcellaire regroupé ou groupé autour de la fosse ou autour du point de collecte du lisier. Donc ça veut dire que plus votre parcellaire sera morcelé et petit, plus le coût du chantier, comme tout à l'heure, va augmenter, puisque je dis il y a un temps d'installation qui est pas négligeable. Attention au problème d'engorgement de la pompe, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut quelqu'un qui surveille la motopompe dans des lisiers épais. Il peut y avoir un corps étranger. La pompe peut avoir un souci technique, hein, c'est pas interdit. On a aussi de temps en temps des tuyaux qui percent, ça arrive. Voilà. Donc, quand faut réparer ou quand faut tout arrêter en urgence, il faut pouvoir être réactif. D'où l'intérêt de la deuxième personne pendant le chantier. Et donc, de surveiller cette histoire de pompe au pied, c'est pas négligeable. C'est un travail qui est quand même assez, pour le cordon ombilical, assez pénible à gérer. Donc, il y a souvent dans certaines CUMA qui ont voulu porter le projet, il a fallu trouver des chauffeurs volontaires quand même pour le faire. Parce qu'il y a quand même les mains dans le lisier, hein, par rapport à une tonne à lisier. Je veux dire, si tout se passe bien, le gars ne met pas les mains dans le lisier, quoi. Là, il n'y a pas le choix, il faut descendre, faut raccorder. Voilà. Il y a un peu de gestion qui est un peu plus pénible pour les chauffeurs. Voilà. Et une organisation qui est plus grande dans le temps, globalement, surtout liée au rangement. Donc, d'où la première phase, le parcellaire est extrêmement important pour le gérer. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a oui. Excuse-moi, je te coupe. Tu as peut-être prévu d'en parler après, mais si jamais tu as ton parcellaire, tu as une route au travers en termes de réglementation ou autre pour la traversée du tuyau, il y a alors, chez nous, j'appelle ça, je vais te répondre un peu en réponse de Normand, qu'on appelle ça chez nous. Je vais te dire, ça dépend de l'état de route. Si c'est une voie communale où tu as que ton chemin perso, ouais, c'est pas grave. Maintenant, si ça vient à une route départementale, il faut des accords.
Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'irrigation peut être une réponse pour résoudre le problème. Par contre, chez nous, enfin moi personnellement chez moi, j'ai pas de cume équipé en épandage Shanton parce qu'on a pratiquement pas d'irrigation. D'accord. Donc, beaucoup de parcellaires morcelés ou dissociés dans tous les sens. Donc, l'épandage Shanton est un peu compliqué. Je dis pas que c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Donc, dès qu'il y a une route, dès qu'elle devient départementale, voire même communale, hein, normalement, il faut des accords pour la traverser. Donc, ça veut dire que si vous mettez un tuyau qui traverse la route, il faut prévoir des interdits. Hein. Les tonnes qui ravitaillent les caissons. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être ce problème-là. Donc là, dans la route, non, à éviter, quoi. Vous verrez tout à l'heure des photos. J'ai des gens qui ont organisé qui ont carrément créé un petit peu comme dans les zones de betteraves, des zones de stockage. D'accord. Donc ça demande un peu une logistique derrière. Hein. L'épandage Shandon, c'est pas sans conséquence sur toute la logistique et organisation du chantier, quoi, par rapport à une tonne. D'accord. Et du coup, pareil. Oui, vas-y. Au niveau du salariat, vu autant la main-d'œuvre qui est nécessaire, est-ce que tu as un retour, les CUMA qui s'y lancent, ou que ce soit sur un territoire ou en départemental, comme on peut trouver dans l'Ain, etc. Est-ce que souvent, du coup, ça embauche derrière spécifiquement pour l'épandage 100 tonnes Alors, ça embauche, je ne vais pas te répondre comme ça va être compliqué, mais souvent ce que j'ai comme remarque pour les CUMA qui ont encore de l'épandage Shanton aujourd'hui, dans l'Ouest, là, c'est plutôt la question, c'est qui est volontaire. Voilà. Si tu leur dis, tu vas conduire un bel ensemble de telle couleur, et puis voilà, c'est un bon gabarit, ça peut plaire. Si tu leur dis, tu vas déplier les tuyaux, faut mettre un peu la main dans le lisier, et de temps en temps, il faut réparer un tuyau qui perce, avec de temps en temps une petite douche de lisier, peut-être là, tu as déjà beaucoup moins de monde, quoi. C'est plutôt ça la remarque. Hein. D'accord. C'est souvent la remarque. Dans les CUMA qui tournent, ils disent celles qui arrivent à tourner, c'est qu'ils ont encore des salariés qui sont volontaires ou qui accèdent ce type de chantier. Donc des fois ils disent bien, hein, des fois c'est un ou deux gars dans un CUMA, hein, donc c'est un peu plus compliqué. D'accord. J'ai le même débat là aussi dans certains réseaux de méta quand ils ont des voies ferrées aussi à traverser, une voie ferrée pénalisante. Donc là, je sais que j'ai des groupes qui ont réussi à passer sous les voies ferrées, mais là, il faut les accords de réseau ferré de France. C'est un plus gros dossier. C'est faisable, mais c'est un gros dossier à remonter. D'accord. Donc la partie route, attention, c'est pour ça faut absolument délocaliser les stockages. Et des fois, ça peut être pénalisant parce que j'ai une route où mon stockage est à gauche et tout l'épandage est à droite. Quoi. Donc là, il faut créer soit un autre réseau secondaire, un réseau d'irrigation court terme. Chez nous, je sais que l'administration, dès qu'on parle de réseau intérêt, ils n'aiment pas trop s'il faut en créer parce qu'ils ont toujours peur des fuites. Aussi. Donc, tant que le réseau existe, ils ne peuvent plus rien dire, mais quand il fallait créer des réseaux, je sais que j'ai des groupes qui ont réfléchi à ça, puis quand ils ont présenté le projet qu'il fallait créer des réseaux d'irrigation, oui, mais comment vous allez gérer les fuites? Donc certains ont mis double compteur débitmètre, c'est-à-dire ils ont l'information de ce qui part de la pompe et ils ont l'information de ce qui arrive au tracteur. Comme ça, ils peuvent vérifier s'il y a bien cohérence dans les débits. Pour vérifier qu'il n'y a pas une fuite entre les deux. Voilà. Donc là, c'est des photos que je vais vous présenter un peu. Voilà, c'était ça là. Donc là, en constructeur matériel épandage Shanton sur le marché que je connais, je dis pas que la liste est fermée et c'est la seule liste. Hein. Il y en a plusieurs sur le marché avec des conceptions un petit peu différentes. Donc là, je vous présente dans un premier temps ce qu'on appelle le cordon ombilical. Donc, ce que je vous explique tout à l'heure. Donc, vous avez comme la photo en droite, là, avec le FEN. Donc, chez nous, c'est Carboas GDA. Donc, je ne sais pas s'il vient jusqu'en Bourgogne, je ne peux pas dire. Donc, là, vous avez dans l'investissement à prévoir le dévidoir qui est à l'avant du tracteur pour enrouler les tuyaux, la rampe qui est derrière. C'est un des fournisseurs assez présents dans le secteur. Donc, ça, c'est le cordon ombilical classique. En dessous, vous avez une marque qui est dans le sud-ouest qui s'appelle Listec. J'ai pas trop de références sur elle, mais voilà, qui reprend le même principe. Hein, donc voilà, les photos ne sont peut-être pas que d'actualité, surtout sur la partie motopompe, hein, parce que des fois, quand ils lancent un sujet, des fois ils font plus simple motopompe sur un châssis porteur. Mais voilà. Une autre marque qui arrive que j'ai pas encore vue, qui s'appelle Mastec, qui est vendue en France par Stekoma.
Donc Stecoma, c'est celui qui vend un autre Pintel qui s'appelle Hertz Etri Treffler, pour ceux qui connaissent. Voilà. D'accord. Pareil, Mastec, je ne connais pas, je n'ai pas encore vu. Une marque qui arrive à haut à gauche, c'est Sulriket, c'est un Irlandais qui en fait depuis très longtemps en Irlande. C'est même un peu leur cheval de bataille quand ils veulent présenter leur truc. Oups, c'est là, pardon. Avec un autre concept pour le dévidoir, ils l'ont aussi associé derrière avec la rampe. Voilà. Alors, ce qui est bien et en même fois dangereux parce que tout le poids est à l'arrière. On n'équipe pas le tracteur. D'accord. Après, ils ont plusieurs concepts. Hein. Et après, je reviens sur en bas à gauche, la marque Clotech. Je connais pas. Je l'ai vu en expo l'année dernière sur un Mecha Live. Donc là, c'est un système un peu intermédiaire où donc vous avez un caisson que vous pompez directement dans la tonne ou la tonne vient vide dans le caisson. Le tracteur est en bout de parcelle, donc voilà. Et alors vous arrivez peut-être à peine à voir, mais la rampe est un petit peu au milieu du champ où l'enrouleur est un petit peu en bout de champ. Donc on a beaucoup moins de gestion de tuyaux. Je l'ai vu juste en expo. Donc c'est Stecoma qui importe ça, c'est un Hollandais. L'année dernière, il n'avait pas de tarif parce que l'outil n'était pas encore homologué aux routes françaises à première vue, donc j'avais pas plus d'infos. Ça répond en partie sur la gestion du tuyau, mais ça répond pas trop en partie parce que vous voyez, il faudrait plutôt rester sur un chemin. Si vous mettez dans le champ, vous refaites des compactions de parcelles, en bout de parcelle, ou alors vous êtes prêt à matraquer un bout de parcelle. D'accord. Je vous dis bien, c'est une réponse technique qui a ses avantages et ses inconvénients. Et puis j'ai vu ça récemment. Alors Perwolf, c'est un Allemand ça, qui fait de l'indépendance Chanton, qui est présent dans l'est de la France par quelques vendeurs en Alsace, d'après ce que j'ai vu. Je le connais pas personnellement. Par contre, lui, il fait carrément un caisson avec motopompe intégrée. Ça peut être une autre piste de réflexion aussi, d'accord. Donc voilà. Alors si j'ai oublié de marquer le Vredo. Vredo est connu pour l'automoteur. Ils font aussi des pandas Chanton, hein, et tous les pays nordiques en font, hein, tous les fabricants. La particularité de Vredo par rapport aux autres, c'est la gestion du tuyau en bout de parcelle. Vous avez un bras articulé, si vous voyez bien, où à la différence des autres, le tuyau vient directement au pied de la rampe. Ce bras, donc c'est un surcoût, j'ai pas la notion du prix, mais ce bras permet en bout de parcelle de manœuvrer, alors que les autres, il faut faire attention quand vous avez le cordon qui suit, il y a tout un travail à bien respecter pour pas rouler dessus et le tirer. L'intérêt de ce bras-là de chez Vredo, mais il y a d'autres marques qui le font, c'est que quand vous avez un injecteur, là c'est une photo d'un injecteur, c'est que ça vous permet de manipuler en bout de parcelle l'injecteur ou la rampe à patin. C'est l'intérêt du système. D'accord. On pourrait avec une rampe en dière, c'est pareil, hein. Mais c'est surtout qu'ils ont mis ça, c'est pour gérer quand vous avez un injecteur ou une rampe à patin, vous pouvez pas mettre le tuyau au pied de la rampe, parce que quand vous allez arriver en bout de parcelle, ça va s'emmêler, vous bloquez. Donc il faut qu'ils aient un tuyau qui gère un petit peu le bout de parcelle. Donc c'est un tuyau qui se manœuvre en cabine pour gérer le tuyau de parcelle. Vous allez voir, il y a d'autres constructeurs qui ont fait un peu cette variante-là aussi. D'accord. Sur des investissements aujourd'hui et pendant Chanton, j'ai pas eu de devis récent. Mais entre un motopompe, tuyau, dévidoir, rampe en divers 12-15 mètres, vous êtes sur des budgets qu'il faut compter aujourd'hui à minimum, je pense, 250-300 000 euros en neuf. En dessous, je pense pas. J'ai pas eu de devis récent. Je dis à minimum. Après, tout dépendra des longueurs de tuyaux, rampe, et puis des options des fois qui peuvent exister de dévimètre. Et puis oui, alors surtout, faut bien prévoir, surtout sur les motopompes, bien des retours caissons ou fausses. Je vous expliquerai pourquoi après. On peut passer sur la diapo suivante. Peut-être pour compléter sur les tarifs et l'offre locale. Du coup, en Bourgogne-Franche-Comté, donc la CUMA qui a investi là récemment, le concessionnaire avec qui elle a voulu travailler, il lui a proposé que du Sluricat. Donc c'est ce sur quoi elle est partie. Et au niveau des tarifs, le devis que j'avais sous les yeux, tout le kit rampe, débitmètre, pont, tuyau, enrouleur, on était à 160 000 euros. Entre 200 et 250 parce que voilà, suivant les options, les fournisseurs, ainsi de suite, 160 c'est plutôt bien placé. Ouais.
Oui. En Puis rampe ils ont 12 mètres. rajouté un caisson après. Enfin, après, il y a tout le reste qu'il faut compter aussi. Voilà, si tu rajoutes un caisson, tu peux arriver à 200 000 le temps de le dire. Oui, avec le Sachant caisson, et que c'est ça. voilà, d'accord. Donc je donne de fourchettes de prix parce que voilà, tout est discutable et faut vraiment regarder dans le détail technique ce qui est intégré ou pas. D'accord. Les fourchettes de d'accord. Ok, une diapo d'une Cuma. Reviens marche arrière, s'il te plaît. Non, marche arrière. D'accord, parce que j'avais une photo où on voyait une organisation de chantier d'épandage Chantonne, non? Elle est partie. C'est pas grave, je l'aurai en vidéo tout à l'heure. Autre variante en épandage Chantonne. Donc là, c'est la gestion. Alors on parle plus trop de cordon ombilical, c'est gestion par enrouleur. Donc là, ça s'appelle le Duaferti de chez Mathieu Bock. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc là, pour historique, c'est un exploitant agricole dans le 49 qui a créé ça. Alors, quand j'ai créé ça, après, c'est un peu associé avec d'autres personnes pour le faire. Hein. Mais c'est quelqu'un qui, à l'origine, faisait de l'épandage de lisier sur céréales. Pour lui, l'agronomie était importante. Et passer des tonnes dans le champ, c'était inconcevable pour lui. Donc lui, il avait essayé de créer des systèmes pour épandre. L'épandage Chantonne l'intéressait, mais ce qui l'énervait, c'est de gérer le tuyau. Voilà. C'était trop galère, il voulait simplifier la gestion du tuyau, en tout cas. Donc lui, il est parti sur un autre concept au démarrage que je ne vais pas présenter parce qu'il ne le fabrique plus. Aujourd'hui, il ne vend plus que ça. Donc l'idée de son sujet est en deux parties. Donc derrière le tracteur, vous avez un enrouleur d'irrigation. Vous connaissez, qui achète un kit enrouleur d'irrigation du marché, qui va mettre un tuyau souple un petit peu dedans. C'est pas le tuyau d'irrigation classique. Et ce tuyau d'irrigation, vous allez l'accrocher, ou la photo en bas, à un lieu de motopompe où il y a un stockage. Centralisé ou décentralisé, on l'a dit tout à l'heure, ça ne change pas le reste. Il va dérouler le tuyau, comme vous voyez en bas, à droite dans le champ. Et la conception de la rampe, c'est surtout la rampe qui est un petit peu innovante. La rampe travaille en demi-largeur. Donc, quand il va prendre les bandes de roulement de passage de pulvé. Vous prenez la photo en haut gauche, si vous regardez bien, si je dois travailler en 24 mètres, il va travailler 6 mètres à gauche, 6 mètres à droite sur les extrémités. Donc, il va faire sa première allée comme ça. Donc, vous avez les deux photos du haut. Et quand il va arriver en bout, la rampe, elle est sur rail, elle va se rétrécir. Donc, les deux extrémités 6 mètres vont revenir au milieu et je vais donc finir mes fameux 12 mètres sans trop. Et là, je reviens en marche arrière. Et en marche arrière, le tuyau est enroulé automatiquement dans l'enrouleur avec une gestion automatique. Et lui, il a conçu d'office du télégonflage dessus. Et l'essieu arrière de l'enrouleur et l'essieu avant du tracteur sont synchronisés. L'attelage au lieu est fixe. D'accord. Donc, par contre, il faut être très clair, si vous voulez qu'une rampe 12 mètres, il n'est pas capable de le faire. Ça sera du 12-24, des multiples, quoi. Il va jusqu'à 36 s'il veut. D'accord. Mais d'office, vous allez travailler toujours en bande aller-retour. L'idée, c'est que, dans le concept, je le trouve intéressant, d'un point de vue technique, c'est que lui considère qu'il ne salit pratiquement pas son outil. Puisque quand il va avancer le premier coup, la bande de traitement est propre, et quand il va revenir, il va la salir, mais l'outil est épandu. D'accord. Donc il en a vendu quelques-uns, il en fabrique plus ou moins une petite dizaine par an à la demande, hein, il fait que sur commande. C'est une toute petite entreprise aujourd'hui. On est sur des budgets un peu plus élevés, hein, on va être sur des budgets, vous imaginez bien, sans le tracteur, aux alentours, donc motopompe, enrouleur, rampe, aux alentours des 300 000 euros à mon avis, 250 à 300 000 euros. Comptez ça. Et donc, c'est une autre approche de la gestion du pompage Chantonne. D'accord. Donc ça, c'est un truc français. Donc là, historiquement, peut-être certains l'ont entendu parler, ils appelaient ça avant le Quadraferti qui était monté sur un automoteur de pulvé. Mais il le fait plus. Il est parti sur ce principe. L'intérêt de l'enrouleur, c'est qu'aujourd'hui, il met, alors je ne sais plus combien de kilomètres de tuyaux, il a de plus grosses capacités pour mettre des longueurs de tuyaux. Et si vous le souhaitez, on peut même rajouter un deuxième dévidoir derrière pour rallonger s'il n'y a pas encore scellant. Alors, par contre, je n'ai pas le prix de l'option de ça. D'accord. Est-ce que tout le monde a bien compris le principe de la rampe surtout et de la gestion du système? Parce que là, c'est un peu une nouveauté. Enfin, je ne sais pas si c'est une nouveauté pour certains.
Donc ça va être oui, je pense. On va passer sur l'outil suivant. Donc ça, c'est un peu le principe mix entre le cordon ombilical et le duo fertile. Donc voilà, des constructeurs on en trouve. Donc là, c'est Agrometer, donc c'est un Danois, qui est un petit peu présent en France, dans la région Marne ou Haute-Marne. Je ne sais plus, j'avais été les voir. On est un peu sur le même principe que le cordon ombilical que vous retrouvez toujours avec le bras. Par contre, avec un enrouleur d'irrigation pour gérer le tuyau. Donc lui, il gère cordon ombilical avec un roulage automatique. Et donc, vous retrouvez le fameux bras, vous voyez bien en photo au bas à droite, pour gérer le tuyau. Donc lui, il déroule en milieu de parcelle, il démarre le milieu de la parcelle, il déroule sur la largeur, en façon de parler, et après, il va travailler en bande. Donc, c'est-à-dire quand il va travailler, il va enrouler une demi-bande pour revenir après pour dérouler une demi-bande à chaque fois. Donc, il n'y a pas besoin de grande longueur de tuyau. Par contre, ils ont une motopompe. Là, j'étais sur une méta quand j'avais été les voir. Là, il était sur épandage après métail, ensilage de métail. On était à 2-3 km de distance et la pompe poussait encore suffisamment. Donc, leur motopompe est assez puissante. Ce que j'avais trouvé original chez eux, que j'ai pas vu ailleurs, pour vidanger la canalisation, ils ont une espèce de ballon de foot en mousse assez dur qu'ils injectent à la motopompe, qui pousse tout le lisier. Donc c'est assez impressionnant. D'accord. Juste quand ça arrive en enrouleur, faut pas être à côté quand il sort, c'est tout. Sinon c'est la douche. Voilà. Mais sinon c'est assez impressionnant pour vidanger le circuit. Agrometer, pour simplifier leur démarche, eux, je vous disais tout à l'heure, c'est l'histoire des retours. Jusqu'à maintenant, les boutons pompes, c'était qu'un débit simple. C'est-à-dire que si vous arrivez en bout de parcelle, vous ne pouvez pas couper jusqu'à maintenant. Donc, ça veut dire qu'en bout de parcelle, ça continue à épandre. Donc, on fait du surdosage. Donc, aujourd'hui, pour les autres, ils ont tous mis un retour hausse ou un retour caisson. Donc, normalement, c'est mieux. Ça, faut bien le demander, bien vérifier que vous avez ça. Eux, chez Agrometer, ils ont fait un peu différemment. Vous avez à l'avant du tracteur une cuve de 3000 litres, je crois, 2000 ou 3000 litres, qui permet de stocker le lisier le temps de faire la manœuvre en bout de parcelle. Donc, ça continue toujours à fournir. Et c'est cette cuve-là qui fait le tampon et qui va repartir en circuit après, ils l'ont autogéré, pour éviter cette coupure de pression en bout de parcelle. Voilà, pour éviter d'être tranquille. Voilà, ça, c'est un choix purement technique. Agrometer, alors comme je dis, il y a très peu de fabricants en France. Le gabarit du tracteur, ne vous en fiez pas sur la photo, puisqu'en fait, eux, ils l'ont acheté pour épandre, enfin même enfouir les jus de betterave des usines sur des quantités phénoménales. Donc il faut de la grosse puissance. Ils ont un gros enfouisseur 6 mètres qui descend à 40-50 cm, c'est un truc phénoménal, donc il leur faut de la puissance. Sinon, il n'y a pas besoin de ce gabarit de tracteur pour l'injecteur qui était en photo. Et Agrometer, c'est très très cher, c'est danois. C'est-à-dire que vous avez l'enrouleur et l'injecteur que vous avez en photo, plus le tuyau, sur la motopompe, c'est le prix du Aferti. Donc c'est très cher, danois. D'accord. Donc il faut quelques mètres cubes derrière pour l'amortir. D'accord. Je vous le présente parce que c'était un autre concept, je le trouve intéressant dans le concept technique. Après, le budget, c'est autre chose. On peut continuer. Quand je parle de ça, c'est pour rappel, hein, quand on parle de compaction de sol, c'est une animation que je crois que vous pouvez faire de temps en temps dans les réseaux Cuma. Qu'on nous avait fait il y a quelques années. C'est pas parce que j'ai pas d'ornière que je tasse pas. En fait, là, sur l'épandeur que vous aviez à l'époque un pneu dit standard, il y a un pneu dit basse pression. Donc, pour ceux qui comprennent pas, on a creusé avant, on a fait un trou avant, on l'a rebouché en alternant couche de sable, couche de terre. Donc, on a ce qu'on appelle le millefeuille. On a fait l'outil avec deux pressions, deux montres différentes et on a regardé, on a recreusé pour voir un petit peu ce millefeuille, comment il se comporte. Donc, c'est juste pour signaler, c'est pas parce que j'ai pas d'ornière que je chasse pas. Il faut regarder les lignes d'horizon en dessous. Hein. Vous voyez que le pneu midi basse pression impacte le sol. Donc, si on prend l'épandage Chanton, c'est important que la monte des pneus soit bien adaptée et aussi la pression des pneus. Donc, il faut du télégonflage pour moi. Si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est un peu ça mon message. Vas-y, tu peux continuer. Et donc, on va choix des pneus. Donc, bien sûr, on évitera, j'ai mis un peu une photo pas trop provocatrice, mais ça arrive de temps en temps chez nous, ce type de travaux dans les champs, d'accord, quand on a ce gros gabarit. Et puis, il faut pas oublier que sur la route, le transport en permanence d'euthanasie abîme les routes. Mais faites attention aussi aux épondages Chanton de prévoir des lieux de stockage, parce que certains, des fois, mettaient ça un petit peu au bord des routes ou voies communales parce qu'ils faisaient pour le mieux. On peut vite dégrader les bords de route et les collectivités commencent un petit peu à râler, pour rester poli. Donc faites attention sur les bords de route.
même pour l'épandage en tonnes, même si vous restez en bord de route. Vaut mieux trouver des zones de stockage, vous verrez tout à l'heure une petite vidéo. Vas-y, continue. Quand on parlera de coût, là, je vous ai remis un petit peu le coût d'épandage moyen qu'on peut pratiquer avec des tonnes alésiers. D'accord, pas épandage en tonnes, mais je suis en tonnes alésiers. Sauf que là, j'ai juste intégré, pour rappel, aussi les coûts de perte ammoniacale. C'était pas le message aujourd'hui, mais c'est la troisième ligne du tableau où là, suivant les types d'équipements que vous mettez en épandage, de manière générale, il faudrait intégrer aussi les pertes ammoniacales au moment des épandages. Donc, juste pour dire que le surcoût de l'épandage est compensé par les gains d'ammoniac que vous faites au moment de l'épandage. C'était juste pour rappel, pour avoir quelques chiffres. D'accord? C'était pas l'objectif de la mission d'aujourd'hui, mais c'était pour refaire le sujet. Vas-y, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, quand vous allez faire du l'épandage en tonnes, vous avez deux méthodes de transport pour moi. Soit vous faites, comme je disais alors, du stockage intermédiaire par des fosses existantes. Donc, j'ai souvent en groupe, posez-vous s'il n'y a pas des fosses existantes qu'on peut pas réutiliser des fois. Moi, j'ai le cas, quand ils reprennent des exploitations, est-ce que la fosse de l'exploitation existante, on peut pas la réutiliser? Donc, on rapproche le lieu de stockage. Soit de refaire des fosses. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les poches. Si vous faites des poches, moi j'ai des bêtas chez moi qui en ont fait, prenez bien ce qu'on appelle la poche à diamant. C'est le terme technique. Donc, c'est-à-dire, vu d'extérieur, vous voyez rien, mais le fond est en forme en V, en diamant. Donc, le pompage et l'aspiration se fait dans le fond. Vous avez un tuyau qui vient de l'extérieur, qui évite justement les phénomènes un petit peu de dépôt. Si vous prenez les poches à plat, je vous le déconseille fortement parce que même si c'est du digesta qui est avec peu de dépôt, il y aura du dépôt. Donc ça posera problème. Il faut ce qu'on appelle des poches en diamant. Donc c'est des poches qui sont fixées pour le temps. D'accord. Il y a plusieurs gabarits. À un moment donné, il faut du brassage mécanique et par électricité, parce que des fois les volumes sont trop importants. Mais là, jusqu'à c'est des poches là chez moi qui ont été montées, une quinzaine qui ont été montées comme ça sur une méta. C'est des poches à 1000 mètres cubes. Il n'y a pas besoin de brassage. Le brassage naturel va et vient suffit. La seule chose qu'ils ont vue, c'est l'été. Il faut plutôt remplir les poches parce que si elle est un petit peu vide, par la chaleur, ça peut faire un dépôt et coller le fond de la poche. Ils sont aperçus de ça. Et donc après, l'autre stockage, l'autre transport, c'est ce que j'appelle le transport dit en direct. Donc vous avez un caisson à un moment donné, et donc là, il faut ravitailler le caisson en permanence avec un certain nombre d'outils de transport, donc des tonnes alésies souvent, voire du camion. Mais là, ça veut dire, attention, on mobilise beaucoup de monde, ça peut être très vite. C'est tout de suite 2, 3, 4, 5 tonnes qu'il faut avoir sur le gabarit et sur la distance. Et surtout, il faut prévoir des circuits de circulation. C'est-à-dire que là, il va faire attention que les tonnes ne se croisent pas sur une petite voie communale où c'est impossible de se croiser, quoi. Donc c'est là, il faut absolument prévoir des circuits. J'en ai vu chez moi avec un automoteur où ils étaient qu'à 3 km. Il y avait un super chemin, mais ils ne pouvaient pas se croiser. Donc ils étaient en permanence, ils attendaient que l'autre soit revenu pour passer. Donc il y a toute une gestion à voir. Donc l'idéal, c'est des boucles. Donc là, la boucle, des fois, peut rajouter du temps de trajet, d'où des fois, il faut rajouter encore une tonne supplémentaire. D'accord? Personnellement, je préfère un stockage intermédiaire. Si on peut le faire, c'est mieux. Qui gère un îlot. Voilà. Si c'est possible. Mais sinon, des fois, il n'y a pas le choix, il faut passer aux caissons. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc là, je vous ai remis un coup de chantier classique pour donner un point de repère entre un épandage 100 tonnes, mais déjà classique. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre je pompe, je transporte, j'épand, classique, sur une distance aller-retour de 16 km. Donc on a 8 km aller, avec un 130, 150 chevaux, 15 mètres cubes, 12 mètres de rampe. Je vous ai mis un petit peu les bases du calcul. Et donc en moyenne, vous avez un coût de chantier globalement qui va vous coûter plus ou moins. Alors on peut discuter des chiffres, hein. 4 euros, 4,50 € du mètre cube. D'accord? Si je dis ça, c'est aussi pour comparer d'autres chiffres, quoi, parce que sinon, on compare quoi. D'accord? Si je fais diapo suivante, s'il te plaît, un stockage intermédiaire. Donc, je ne compte pas le stockage intermédiaire, puisqu'à un moment donné, il faut bien le créer, ou il est peut-être déjà créé. Quand je compte tout, mon coût de d'épandage pied de fosse, pratiquement, même s'il reste un peu de distance à faire qu'une tonne à 2 km, on est plus ou moins aux alentours des... D'accord. Normalement, j'avais mis un coût du transport. Si elle n'a pas été effacée, je ne sais pas si tu l'as mise ou pas. J'avais calculé le coût du transport sur les 16 km. Ça a dû être effacé, je pense. Vas-y, continue. Il doit avoir le coût en transport direct. Voilà, merci. Et si vous faites un coût de transport direct, donc là, j'ai compté pour le trajet 3 tonnes alésier. Le coût du transport
et donc les tonnaisiers viennent au champ, donc on diminue le coût de l'épandage au champ, parce que je perds moins de temps. Par contre, le coût du transport en lui-même, il coûte plus de 8 € du mètre cube. Mais c'est normal, hein, on mobilise 3 tracteurs, 3 manœuvres. J'avais calculé le schéma stockage intermédiaire, mais je crois que ça a dû être effacé au moment du montage. J'avais mis le chiffre, je pourrais le retrouver s'il y a besoin. Donc c'est juste vous donner une notion de coût d'épandage par rapport à l'épandage chantonne, parce que je n'ai pas encore parlé. Un épandage chantonne aujourd'hui, ce que j'ai vu sur le terrain se pratiquer, on tourne autour des 4 € du mètre cube de moyenne. Vous pouvez peut-être trouver en dessous de 4, c'est pas impossible, hein. Tout dépendra surtout de la main-d'œuvre mobilisée. Si le gars donne un coup de main à un seul chantier, bah, c'est une main-d'œuvre en moins. Voilà, ça peut jouer très vite. S'il fournit le tracteur pour la motopompe, indirectement, ça coûtera un peu moins cher. Même si le tracteur, il faut bien le payer à titre perso, hein. Mais ça dépend de ce que vous mettez dans votre prestation. Moi, quand je dis à 4 €, il y a une motopompe avec un moteur autonome ou tracteur fourni et plus ou moins 2 salariés minimum. D'accord? Et j'inclus dedans le temps d'installation et de tout rembobiner. D'accord? Mais à 4 €, c'est un minimum aujourd'hui. Ce qui fait pas diminuer les coûts des épandages chantonnes, ça c'est une remarque générale. Souvent, dans les groupes, c'est aussi un manque de volume. C'est-à-dire, les cumas qui sont équipés, ils ont souvent encore des tonnaisiers à côté. Et l'épandage chantonne est souvent fait en début de saison parce que les parcelles sont pas trop adaptées pour passer des tonnes. Sauf que tout le volume n'est pas passé dans l'épandage chantonne. Une partie revient dans les tonnes. Donc en fait, si on voudrait fortement diminuer l'épandage chantonne, il faudrait que tous nos volumes soient faits en épandage chantonne. Mais on l'a vu tout à l'heure que le parcellaire n'est pas adapté pour tout le monde. D'où là, tu as encore des tonnes. Donc on ne peut pas amortir un épandage chantonne qu'on pourrait amortir une tonnaisier sur une totalité. C'est pour ça que des fois l'épandage chantonne reste un peu cher en épandage direct. D'accord? Et je ne sais plus ce que j'ai mis après, s'il te plaît. Et donc oui, juste pour finir là-dessus et pour respecter le timing, je suis venu dans votre secteur il y a quelques années faire des formations épandage d'une manière générale, plus générale, hein. J'étais venu en Saône-et-Loire, Jura et Côte d'Or, si je ne me trompe pas de mémoire, c'était il y a 4 ans, si j'ai ça en mémoire. Faire des formations sur une journée autour des épandages d'une manière plus générale pour les groupes, pour leur faire avancer dans la réflexion. Pas forcément qu'épandage chantonne. Je l'aborde, mais c'est pas que ça, c'est pour être plus généraliste. Donc, c'est possible un jour, si ça vous intéresse, que je peux revenir dans votre secteur. Donc, je remercie Hervé pour la présentation. Et donc, nous, pour l'instant, sur le projet Éclore, donc on souhaite développer une prestation d'épandage chantonne autour du département du Jura et les territoires limitrophes. Et donc, pour l'instant, on est parti donc sur un coût à 3,40 € du mètre cube, hors le forfait d'installation donc de 150 €. On a fixé comme limite basse 300 mètres cubes d'épandage par chantier et on vise 28 mètres cubes à engager d'ici début avril 2025. Et donc, il nous manque encore quelques mètres cubes à engager pour y arriver. Donc, voilà, si certains sont intéressés pour participer, vous avez les contacts à droite du diaporama. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler maintenant ou à me contacter. Ouais, petite question, bonjour à tous. Merci pour la qualité de l'intervention. En termes de rentabilité, alors est-ce que on gère en mètres cubes ou en surface pour avoir un peu de référence sur l'organisation? Comme tu disais, Eric, vous aviez 20 000, vous n'êtes pas assez, ou est-ce que ça se gère à la quantité et à la surface pour qu'on puisse y aller et puis être rentable dans ce type d'investissement? Alors, ça va être un petit peu les deux combinés dans le sens où les mètres cubes vont permettre de diluer le forfait d'installation, mais donc la surface des différentes parcelles va impacter le temps d'installation également. Et donc, si les parcelles sont trop petites, et donc les surfaces également des chantiers trop faibles, ça peut impacter. Je dirais que principalement, c'est quand même le volume qui impacte le tarif, mais la surface est non négligeable, notamment dans le département du Jura, où on peut avoir des petites parcelles relativement souvent, ou ne serait-ce que des clôtures pour le bétail qui peuvent également ralentir l'organisation du chantier. Est-ce que ça répond à votre question? J'ai pas la notion de surface qu'il faut épandre. Alors,
suis pas épandeur, j'en fais pas, mais si 20 000 mètres cubes, c'est quoi? C'est vous mettiez 3-4 mètres cubes à l'hectare ou 10 000 ou je sais pas. J'ai pas un peu la répartition. Pour l'instant, on est plus sur du 15-20 mètres cubes hectare. Voilà, si ça répond à votre question. Enfin, si je peux me permettre de compléter, Oui. généralement les épandages de lisier, c'est plutôt avec des valeurs derrière. On est sur du 20-30 mètres cubes, c'est la fourchette où ça tourne. Après sur du digesta peut-être un peu moins. Sachant qu'après, j'ai oublié de le préciser, comme tout à l'heure, on est sur du 12-15 mètres en rampe. Vous allez voir que ça va pas très vite au champ, parce qu'il faut quand même le temps de faire le débit. Et on roule autour des 3, 4 à l'heure maxi, ça dépend du dosage. Vous pouvez mettre une 24 mètres, hein, c'est pas interdit. Alors après, c'est le poids. Par contre, là, ça va être très lent, parce que le débit est le même. Tout ce qui est par la pompe va pas être plus gros. Donc là, au champ, c'est très lent. Mais alors, si vous mettez encore plus large, on pourrait. Mais pour le chauffeur, c'est très ennuyant. Parce qu'on lance plus tout. Là, on roule à 1-2 à l'heure. Il n'y a pas le choix. D'accord. Mais souvent, c'est souvent du 20-30 mètres cubes. J'ai oublié tout à l'heure, j'ai une petite vidéo, si vous souhaitez, là, qui était faite, là, qui vient d'être faite, là, sur l'ouest, sur l'indépendance d'une Cuma qui témoigne, si vous le souhaitez. Oui, je peux te repasser la main sur le partage. Je te laisse partager la vidéo directement sur ton écran. J'arrête le partage de mon côté. C'est une Cuma qui a ça depuis 15 ans, Cuma championne. Donc, lui, c'est la Cuma qui a investi dans l'épandage championne. Voilà. Et alors le fast track, le prenez pas comme préférence. Hein. Là, il se fait un peu plaisir, je pense. Donc là, vous avez un petit peu, hop, voilà. Il a aménagé un tout petit site dans un milieu de parcelle. Voilà. Donc vous voyez, la parcelle est sur la gauche. Et donc il a aménagé un petit bout, un petit coin pour mettre le caisson et pour pas gêner la circulation un petit peu. Et de l'autre côté, il est en train de terrasser de fausses tampons, carrément. Voilà. Et je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat, le temps de refaire le nécessaire. Comme ça, je vais arrêter le partage d'écran et on pourra continuer. Désolé de ce problème technique, je croyais que ça allait marcher. Pas de souci, merci. Merci beaucoup pour ton intervention. Est-ce qu'il y a des questions qui viennent d'arriver? J'en ai une petite dernière sur le vieillissement des tuyaux, parce que ça doit être quand même assez maltraité, on tire dessus, ou on voit rouler, ou ça frite à des cailloux, c'est dans des conditions difficiles, ça se passe comment? Merci. Tac. Voilà, normalement, je vous ai mis le lien si vous voulez lire la vidéo. Voilà. Oui, on a bien reçu. Ouais, merci. D'accord. Alors, c'est une vidéo en cours de montage, donc c'est pas encore sur un vrai site YouTube et tout ça, donc soyez pas surpris. Mais au moins, vous regardez le témoignage avec eux. Sur les tuyaux, c'est un peu le souci de l'épandage championne, c'est qu'il faut être plombier, un petit peu, quelque part. Ils ont de temps en temps des coupures. Alors, suivant les secteurs qui peuvent être plus ou moins fortes, certains secteurs, ils ont de la pierre très coupante. Donc là, il y a des tuyaux plus résistants qui existent sur le marché, mais qui seront aussi plus lourds à tirer. Donc, tout ce qui est cordon ombilical, c'est l'inconvénient, c'est que c'est du tuyau traînant. Donc, on peut renforcer les tuyaux. Ça existe sur le marché, du tuyau beaucoup plus plastique, mais beaucoup plus difficile à bouger, malléable, et qui sont pas adaptés. Ils seront mieux adaptés pour le système avec en rouleur. Parce qu'on travaille sur l'aller-retour, on fait beaucoup moins de traînées. C'est l'intérêt du duo Aferti, c'est ce que le fabricant a fait, enfin le concepteur. Lui, il disait, le tuyau c'est bien, mais il avait des soucis de coupure. Alors le duo Aferti, il y en a de temps en temps. Attention, et pas le voir comme sans risque, mais beaucoup moins de risque, puisqu'en fait le tuyau est juste déposé et reposé à un moment donné. Mais ça n'empêche pas qu'il y a de temps en temps des coupures. Les tuyaux, il faut souvent des raccords à disposition dans les caisses à côté pour pouvoir, malheureusement, et ce que pour ça, tout à l'heure, je disais, les chauffeurs, ils n'aiment pas trop, parce que c'est d'office plus ou moins une douche ou du lisier à se prendre à un moment donné, quoi. Pour compléter, nous, dans le cadre du projet, donc, Éclore qu'on mène sur le Jura, donc on a prévu d'avoir un roulement des tuyaux, puisque le tuyau donc, qui s'use le plus, c'est celui qui est juste derrière le tracteur. Et donc de pouvoir les changer tous les 2 ans pour mettre les tuyaux, avoir les nouveaux tuyaux qui soient le plus éloignés de la rampe et les tuyaux les plus anciens, et donc qui vont être changés prochainement à proximité de la rampe. Et on a échangé avec
des ETA locales qui nous ont confirmé que c'était une bonne façon de faire. En fait, c'est du consommable qu'il faut prévoir. Et en termes de durée de vie du matériel, parce que bon, il y aura les tuyaux à changer, mais après, est-ce que c'est la rampe qui fait qu'on va renouveler, on renouvelle uniquement la rampe, parce qu'après, on a juste un compresseur et un enrouleur, quoi. Globalement, non, le reste, à part le tuyau qui est plutôt vraiment, j'ai appelé ça inconsommable, le reste, c'est vraiment de la mécanique. Donc la rampe, comme toute rampe, peut avoir des aléas mécaniques. Hein, voilà. Et comme tout entretien de rampe, des usures de tuyaux, broyes répartiteurs, qui en a un. Après, sur la motopompe, c'est un peu du nettoyage à faire régulièrement parce que les corps étrangers, il faut faire attention quand même. C'est du nettoyage et de la surveillance classique. Je veux dire, c'est des outils qui peuvent se vieillir. Voilà. Enfin, en étant vigilant, on peut faire vieillir ça. Moi, j'ai quelques groupes qui en ont depuis, ils gardent ça au moins 5 à 10 ans, quoi. Ça dépend de leur activité, quoi. Encore merci Hervé d'avoir joué le jeu. C'est pas toujours évident en webinaire, mais c'était très clair. Merci à tous d'avoir également participé, de vous être connectés aujourd'hui. Si vous avez envie de revoir ou de diffuser ce webinaire, il sera disponible sur notre compte YouTube. Et puis, donc, comme on vous disait au début, on a une quinzaine de webinaires prévus entre 25 et 27 sur des méthodes comme ça innovantes dont nos clients en Bourgogne-Franche-Comté se sont emparés. Donc, le prochain, il y a un webinaire prévu, alors je n'ai pas les dates encore, mais sur les presses à balles carrées. On aura aussi un webinaire sur le tri des semences cet automne, sur le pendillard et puis sur le nettoyage des panneaux photovoltaïques. Voilà, ça c'est les prochaines thématiques qui seront abordées en webinaire. Et puis, n'oubliez pas, si ça vous intéresse de le voir en vrai, on vous a remis la fiche pour la démonstration qui sera donc la semaine prochaine dans la Bresse, à la CUMA de la Pierroise, mardi prochain. Bon pour moi. Eh ben, bon appétit à tout le monde, alors. Pas de souci. Bon courage pour la suite. À toi aussi. Merci Hervé. Merci à tous. Et je vous dis à bientôt. Merci Je vous dis à bientôt.